les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Un bouche à oreille laurentien, histoire de la caravane littéraire lue et relue. Une grand-mère et son péché par Cynthia Lissa Dubé et la population de Sainte-Adèle. Les arbres ont-ils de quoi mentir? Le ciel est-il plus haut qu'ailleurs? Jean-Pierre Ferland, Sainte-Adèle PQ. 1904. Toussaint et Marie-Joseph, l'envie. Les affaires vont bien à Sainte-Adèle. Cela fait 2 ans que Jean-Baptiste Rolland a fait construire une usine à papier sur les terres entourant la rivière du Nord. Et maintenant, ce dont tout le monde parle au village, c'est de la nouvelle centrale téléphonique installée par le gros docteur Wilfrid Grignon. Le bon maire, venu de Bouctouche à l'invitation du curé Labelle, en fait profiter 11 abonnés, dont la gare, le curé Contant, la ferme expérimentale, la Rolland, le docteur Goyette, les hôteliers Aubert et Cardinal et les marchands Lacasse, la jeunesse émaillée. Déjà âgé de 15 ans, Toussaint aimerait bien connaître une personne loin d'ici qu'il pourrait appeler. Quelle magie entendre la voix d'une personne qui n'est pas là! Grâce au curé Labelle, encore une fois, le premier train est arrivé à Sainte-Adèle en 1891, soit avant la naissance du garçon. Mais celui-ci n'a pas encore eu la chance de partir en voyage dans les gros chars, comme on les appelle. Sa grand-mère, installée dans sa chaise berçante, plisse les yeux et se mouille les lèvres. Elle peine à enfiler l'aiguille pour faire son reprisage sous la lumière de la lampe à l'huile. Toussaint arrive à la rescousse et lui prête ses yeux de jeunesse pour effectuer la tâche difficile. « Mais mère, vous, connaissez-vous quelqu'un que vous voudriez appeler? »« Mon cher enfant, quand je suis parti de Sainte-Scolastique avec mon mari, mon frère et sa femme pour m'en venir à Sainte-Adèle autour du Lacron, on a laissé mes vieux parents. Ils sont morts depuis longtemps. Tout mon monde se trouve ici, à Sainte-Adèle. » Marie-Joseph a parlé lentement, sans regarder son petit-fils, appliqué à son ouvrage. Une fois l'aiguille enfilée, elle peut rester concentrée aussi longtemps que le fil dure, tant qu'il ne fait pas de nœud, jusqu'à ce qu'elle ait besoin d'enfiler à nouveau l'aiguille pour le prochain reprisage. Toujours sans regarder le jeune homme, elle poursuit. Si j'avais pu acheter la terre de M. Augustin Norbert Borin moi-même, les choses auraient été plus faciles. Ton grand-père était pas bien bon avec l'argent. Il avait le coude léger, préférait s'acheter de la boisson. Toussaint ne sait pas quoi répondre. Il hésite à savoir si sa grand-mère s'adresse bien à lui ou à la chemise de lin qu'elle reprise. Elle poursuit son monologue. C'était injuste. Mon frère, lui, il était maître de son destin. En est mangé de la misère. Une chance que ton père a été un bon fils. C'est bien occupé de moi. Il a réussi sa vie. Hey, c'est pas rien, hein? Tenir le magasin général. Mais en fait, Marie, j'ai pas été chanceuse comme Madame Adèle Raymond. Tu imagines? Monsieur Morin a nommé une ville au nom de sa femme, Sainte-Adèle. C'était une dame de la bourgeoisie de Saint-Hyacinthe.
Ça devait être une bien belle et bonne femme. En tout cas, il fallait qu'il l'aime gros pour faire ça. Ils ont même pas vécu ici. Mais, paix à son âme, M. Morin a été un grand homme. Commissaire des terres, premier ministre du Bas-Canada, c'est lui qui a fait construire des moulins qui ont permis à Sainte-Adèle de se développer. C'est un patriote qui a fait face à la musique. Jamais il s'est enfui. Non, non. Il a fait de la prison, plutôt. Pourquoi est-ce qu'il fallait que moi, je tombe sur un incapable, pas d'honneur? Après un silence, elle ajoute. Tu voudrais voyager? Parler au téléphone? C'est bien tout ça. Mais sois un mari digne, je t'en prie, mon garçon. Prends bien soin de ta famille. « 1967. Michel et Cécile, la gourmandise. On la surnomme l'écureuil. Cécile a atteint l'âge vénérable de 80 ans. Comme une enfant, elle adore les bonbons. Elle suce avec délectation les friandises dures de toutes les saveurs, au citron, au café, à l'érable, en les faisant durer parce qu'elles sont trop difficiles à croquer. Elle aime aussi faire éclater sur sa langue les bonbons en gelée, se coller le dentier avec la tire Sainte-Catherine. Michel, son petit-fils, trouve bien drôle d'en retrouver partout dans la maison, des bonbons qu'elle a cachés puis oubliés, comme le petit rongeur qui engrange ses noix pour l'hiver. Avant d'aller avec les amis au cinéma Pine, Michel a marché un peu le long de la rivière Doncaster avec sa grand-mère. La dame tient à faire une sortie par jour, car c'est une amoureuse du plein air. Grande et calme, elle a laissé sa vie de skieuse loin derrière elle, mais n'éprouve aucun regret. Elle a connu la première école de ski à Sainte-Adèle avec le Suisse Émile Cochon. Elle s'était lancée sur la piste de ski de fond Maple Leaf Trail, œuvre de Herman Jackrabbit S. Johansson, qui s'étendait de Sainte-Agathe jusqu'à Shawbridge, dès 1930 à sa création. Shawbridge, aujourd'hui, se nomme Prévost. Elle a toujours su profiter de la vie. Elle se souvient comment l'érection de la croix lumineuse de près de 20 mètres au sommet de la montagne du Sommet Bleu l'avait éblouie. Aujourd'hui, c'est Mont-Roland. Après la marche au grand air, le rituel hebdomadaire de l'aïeul et du jeune garçon se termine à la maison. Cécile s'installe dans son fauteuil et sourit à l'idée de ce qu'il s'apprête à faire. Elle retire ses lunettes et ferme les yeux. Alors que le village de Séraphin vient tout juste d'ouvrir, Michel lui fait la lecture du roman à succès de Claude-Henri Grignon, fils du docteur Wilfrid, Un homme et son péché. Sa grand-mère a bien sûr écouté l'adaptation pour la radio, la série Les belles histoires des pays d'en haut à la télévision et même les films qui en ont été tirés. Elle a adoré la belle et digne comédienne André Champagne et la voix de la sublime Estelle Moffett qui ont su camper une touchante Donalda. Elle a rêvé d'un doux baiser d'Alexis. Mais rien ne vaut ces moments passés en compagnie de son cher Michel, à qui elle a à cœur de transmettre l'héritage du grand journaliste, pamphlétaire et écrivain. « Tu sais, se plaît-elle à dire, Grignon a tout simplement tué le prénom Séraphin. Plus personne veut donner ce nom-là à son enfant maintenant. Maintenant, Séraphin, ça veut juste dire avarice. » Michel sourit. Il le sait, elle le lui a dit à plusieurs reprises déjà, mais il ne lui en tient pas rigueur. Rien de ce qu'elle dit ou fait ne peut entacher l'amour qu'il lui porte. Il y a 3 personnes à Sainte-Adèle qui ont inspiré Grignon pour son personnage de Séraphin. 3! Ça en prenait beaucoup de l'inspiration, ajoute-t-elle avec un clin d'œil. Cécile serre très fort dans ses bras son petit-fils adoré. Elle bénit le ciel d'être si gâté.
Elle mord dans la vie avec gourmandise. Elle désire vivre encore longtemps. Elle fait aller sa main. « Bon cinéma, Michel! À la semaine prochaine! » Et lui souffle un baiser. Demain, elle attend une de ses petites filles. Ensuite, son garçon, et ainsi de suite, un complice pour chaque jour de la semaine. Tout le monde croit que le rituel leur est exclusif à chacun. Cécile sait comment les faire sentir uniques. « 2024, Chloé et Mary. L'orgueil. » Here, Grandma, I brought you a gift. Chloé dépose l'arrangement de fleurs séchées sur la petite console à l'entrée de la chambre. Elle parle en anglais à Mary, qui appréhende ne pas se faire d'amis dans sa nouvelle résidence, à majorité francophone. Quand sa petite fille vient la visiter, c'est un baume pour elle de se laisser bercer par la musique de sa langue maternelle. Chloé espère aussi la réconforter en lui procurant une petite parcelle des jardins que Mary a cultivés sa vie durant. Avec le temps, les jardins se sont ensauvagés. La maison est devenue de plus en plus mal entretenue. La mère de Chloé, Samantha, a pris la décision déchirante de placer sa mère. « I'm perfectly capable of taking care of myself. You don't need to treat me as a child », disait Mary, qui se fardait encore et portait de jolies robes pour préserver les apparences. Quand Chloé visite sa grandma, elle ne peut s'empêcher de penser à un arbre debout mais éteint, privé de ses racines. Si elle avait pu, elle aurait accueilli son aïeul chez elle. Mais Chloé est une jeune pousse à l'aube de son épanouissement professionnel, étudiante en communication au cégep. Elle regrette ne pas avoir posé plus de questions à Mary sur son passé de travaillante à la Roland, l'usine de papier, avant que les souvenirs ne s'effritent. Pour le documentaire qu'elle doit produire dans le cadre de son cours, elle hésite entre parler du passé glorieux de l'hôtel Le Chanteclair, du musée Zénon à Lary et des œuvres du sculpteur animalier, ou de la ferme expérimentale de Grignon-Père. La carrière de Claude-Henri Grignon serait une évidence, riche de milliers d'articles de journaux, des conférences Ronson à la station de radio CKAC et de la fondation du Journal des Pays d'en haut avec son ami Maurice Aveline. Mais le personnage de Zénon à Lary gagnerait à être connu. Draveur et bûcheron, l'homme de peu de mots a toujours été attiré par les arts. Enfant, lorsqu'il dessinait, son père lui envoyait des claques derrière la tête en l'intimant de se trouver un véritable travail. C'est sur les chantiers qu'il a vu à l'œuvre un sculpteur polonais. Impressionné par les outils, il s'est dit « Moi, je devrais être capable aussi ». 1 an plus tard, il s'est essayé et a produit un nu qu'il a appelé Catin. Puis, on lui a demandé de sculpter la pierre. Mais au musée, on trouve des sculptures de bois. C'est d'ailleurs une bénévole du musée qui a parlé de l'artiste sculpteur à Chloé. « What do you think I should choose, Grandma? » Mary hausse les épaules. « I'm not good for that kind of thing. You're the one who's got the head filled with imagination. » Touchée que sa grand-mère se rappelle encore d'elle et qu'elle reconnaisse son talent, Chloé embrasse Mary avec tendresse avant de se rendre à la bibliothèque Claude-Henri Grignon pour demander l'autorisation de filmer les images du manuscrit original d'un homme et son péché. Avant d'entrer, elle lève les yeux vers le ciel immensément bleu en cette journée d'été. Chloé aimerait redonner un bouquet de souvenirs à Mary, à l'image de sa ville qui a su nourrir les racines de sa population en nommant ses rues des noms des pionniers, en produisant non pas un, mais des parcours patrimoniaux, en colorant les bâtiments de peinture murale témoignant du passé glorieux et de l'histoire des bâtisseurs. Les arbres n'ont nul besoin de mentir. L'histoire peut enorgueillir la fierté des Adélois, Adéloises.
Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides.